On m'avait dit, tu vas à Zinal. En somme, c'était le président qui était invité, qui s'excuse parce qu'il a dû partir pour New York. Et moi, je ne savais pas du tout ce que c'était Zinal, ce séminaire. Et puis, je viens ici chez vous et puis je remarque que c'est tout autre chose. Et j'aimerais aussi entamer une discussion pour en parler de cette faculté d'être présente aussi dans la chronicité et en même temps sauvegarder la faculté de faire, d'agir, parce que je pense que là, dans l'action aussi, dans les crises aiguës, il y a quand même une des grandes forces de l'institution. Mais il serait bien de pouvoir trouver quand même un équilibre entre cette faculté d'être d'un côté et la faculté de faire. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont tous souffert d'une situation de guerre. Ils ont des besoins de santé, de protection. Ils souffrent tous d'une situation, en principe, par définition, ils auraient tous souffert d'un environnement déstructuré par la guerre. Est-ce qu'on peut dire ça de toutes les victimes? Ils ont un besoin créé par l'environnement, par cette guerre. Pour ce qui est de nous, effectivement. Donc est-ce qu'on peut y mettre aussi bien les enfants que les femmes, que les soldats, que les détenus? Oui, parce qu'il y a les soldats aussi dedans, la guerre. Mais comment souhaitez-vous les classer? Est-ce qu'on va les classer par activité CICR? Par qui s'adresse à eux? Ou alors on fait un premier, justement, cercle qui représente tout ce qui est défini, générique de la victime, tout ce qui définit la victime, tout ce qui la caractérise. Oui. Qu'est-ce qui caractérise cette victime? Et puis on fait un premier rond autour de ça. Ah oui. Et puis au milieu, on laisse vide. Ou bien une silhouette. Une particularité de l'action qu'on a, c'est qu'elle est justement, elle s'adresse à des victimes en chair et en os. Quoi. C'est très concret. Et si on met une sorte de nuage au milieu ou de flou, on perd ça et on va être centré sur les réponses. Tu vois? On risque d'être centré sur les réponses. Alors reprenons, moi je verrais bien cette femme, ce blessé, ce détenu. Mais c'est plusieurs. C'est plusieurs, ben oui, parce qu'ils sont des gens concrets. Puis à partir de là, il y a des réponses qui viennent. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, ils se recréent une dignité en rangeant leur couverture, en essayant de se recréer un foyer, même quand, en fait, ça n'a, en l'occurrence, quand c'est dans des tentes, ça n'a plus grand-chose d'une maison. Mais en fait, on n'aura pas le droit d'entrer dans la maison si on n'est pas invité. Et je trouve que ça, c'est assez fort, cette notion de... Elle suspend, je l'imagine, un tableau qui représente un être qui a disparu. Donc, je trouve qu'on doit porter sur la victime un autre regard que la victime dépendante. Et qu'elle a des capacités, puis ces capacités, il faut les développer. Puis elle est autre chose qu'une victime, elle est aussi une femme qui est peut-être en train d'apprendre à coudre ou de faire des vêtements pour sa famille. On est victime d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, d'un génocide. On est quand même victime de quelque chose qui est interdit. Et on a quand même droit à avoir une protection, et c'est la protection finalement du droit. Il faut aussi introduire quelque part la dimension juridique, parce que ça introduit aussi la notion de justice. C'est très important, la confiance. Je pense qu'on peut le mettre. Ouais. Alors ça... Et là, il y a pas aussi quelque chose avec la proximité, je dirais, le contact direct. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui... L'accès, c'est l'accès. L'échange direct, l'EST, le symbole de l'EST. Donc c'est le contact. Contact direct. Moi, je suis sûr. Et ça peut même être ça. Tu te rappelles Jonathan Mann? Une fois, je l'ai fait venir dans un séminaire détention. Puis il m'a dit, je vais faire un séminaire sur la dignité. Alors il avait réuni des tas de gens, puis il avait dit, maintenant vous réfléchissez tous 5 minutes. Quand est-ce qu'on n'a pas respecté votre dignité une fois dans votre vie? Puis tu sais, toi tu dois plancher, tu te dis... Après il fait un tour de table, puis il commence par son assistante qui est à sa droite. Puis elle dit, moi c'est quand j'avais 6 ans, mon oncle m'a violé. Toi tu reprends ta feuille, tu dis, attends, moi mon petit exemple il va pas. Enfin je la fais rapide. Tout le monde donne un exemple, puis il dit en fait, les gens dont vous vous occupez dans les tôles, eux, ils devraient réfléchir aussi longtemps que vous pour savoir quand on l'a respecté, votre dignité. Donc en fait, dans vos histoires de prison, arrêtez de les faire chier avec vos listes de besoins, puis dites-leur bonjour monsieur en y pensant, et vous rétablissez la dignité. D'abord, les victimes, on n'aime pas le terme, c'est des victimes d'eux peut-être, mais c'est surtout des êtres humains actifs
qui ont des compétences, qui ont des volontés et qui ensuite, oui, ont des besoins. Ça nous semble très important d'avoir cet échange très direct, le dialogue, dans le respect de leur dignité. Un élément clé de notre action, c'est notre rôle d'interface entre les personnes dans le besoin, les personnes affectées et les autorités sur place. Ça fait partie de notre identité, je dirais, institutionnelle, opérationnelle. Je pense que quand vous distinguez dans la médecine les moments d'urgence et les moments de chronicité, ça me paraît totalement cohérent, dans la mesure où il y a un érotisme du stress et un effet dépressiogène de la chronicité. Alors le stress peut être considéré comme un érotisme au sens psychologique du terme, un plaisir à vivre, parce que les hormones du stress sont des hormones éveillantes. Catécholamine, cortisol, opioïdes, c'est des hormones du plaisir et de l'alerte. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, beaucoup, qui aiment prendre des risques. Ils se sentent heureux, ils sont fatigués après une prise de risque, comme après un acte d'amour, comme ils sont heureux et fatigués. Alors que les services de chronicité sont dépressogènes. D'abord, il n'y a pas de revalorisation par le regard de l'autre. Ensuite, il n'y a pas d'événement. Donc quand il n'y a pas d'événement, notre identité est incertaine. Qu'est-ce que je fais ici? À quoi je sers? Est-ce que vraiment ma compétence est utile dans ce domaine? L'accompagnement de la chronicité, c'est justement s'abstenir du fantasme agissant. C'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Il faut changer. C'est un petit peu ce qu'on dit à nos patients. Il faut arrêter de boire maintenant. Parce que c'est des patients alcooliques. Et alors, pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de boire? On a des tas d'explications. Mais il n'y en a aucune qui est valable. C'est-à-dire, il n'y en a aucune qui emporte le marché. Parce que nous n'avons pas compris que dans cette démarche, il y a un refus de l'autre et que l'accompagnement de la chronicité passe par une acceptation de l'autre. Assumer, c'est-à-dire de supporter que la réalité est ce qu'elle est et pas ce que je veux. Mon désir de vouloir changer l'autre, c'est une façon de lui dire « je ne t'accepte pas, donc je ne t'aime pas. Et si je ne t'aime pas, alors je crois que je n'ai rien à faire avec toi. » Il n'y a pas de soutien aux patients chroniques sans relation, et il n'y a pas non plus de soutien aux patients chroniques, et là je reviens à ce qu'a dit tout à l'heure Nicolas, sans la renonciation à l'espoir. Mais l'absence d'espoir n'est pas le désespoir de vivre. Au contraire, l'absence d'espoir est probablement la meilleure formule pour garder l'espoir ou pour garder la possibilité d'être heureux. Et il reste naturellement la dernière chose, qui est le point essentiel, et que justement j'ai tenté, ou on a voulu tenter de faire passer au CICR, c'est qu'il n'y a pas de soutien aux patients chroniques sans un soutien du soignant, sans un soutien du délégué. Il ne faut pas rêver, ça ne marchera pas. On ne peut pas se présenter nu devant quelqu'un que l'on voudrait soutenir, comme dans ce qu'on a vu hier. On ne peut pas être seul dans la cellule et renoncer à prendre des allégations du détenu pour simplement le rencontrer. On ne peut pas sortir de cette cellule frais comme un gardon. Donc il y a bien quelqu'un à la sortie qui doit vous accueillir et vous mettre la main sur l'épaule. Et à ce propos, j'aurais jamais pu faire ce travail au CICR si le directeur des opérations du CICR, comme c'était son habitude, avec ses émotions, n'avait pas de temps en temps la seule habitude de rentrer dans mon bureau et de me mettre sa main sur l'épaule. Ce simple geste me permettait de continuer. Donc, voyez-vous, cette problématique du soutien, si elle n'existe pas dans les cadres du CICR, les délégués ne pourront pas travailler. Ça ne marchera pas. Il n'y aura pas de relation et il n'y aura pas de soutien aux patients chroniques.
Un jour, le commandant de la base, Marat, nous a réunis dehors et a informé que le CICR avait pris connaissance des wagons, qu'il ferait une visite dans 3 jours et qu'il poserait des questions aux détenus. Le commandant a donné les ordres suivants. Personne ne parle au CICR, personne ne va se plaindre. Le jour avant la visite, ils nous ont distribué des rasoirs, des savons, des balais, des seaux. On s'est rasé, lavé et on a bien nettoyé les wagons. La nuit avant la visite, Grisha était très agité. Il avait l'intention de parler au CICR le lendemain. Et de quoi tu vas leur parler? Je dirai tout. Marat et moi sommes de la même ethnie. Il ne peut rien me faire. Le CICR est une organisation internationale. Il faut que le monde entier sache la vérité. Moi et les autres, on a essayé de le persuader de ne pas le faire, car c'était trop dangereux. Le lendemain, pendant la visite, une déléguée du CICR, surexcitée et ambitieuse, un peu comme vous, madame, a demandé aux détenus qui voudrait parler sans témoin. Grisha a levé la main. Ils se sont mis à côté des wagons. Pendant qu'ils parlaient, elle prenait des notes. Après la visite, elle a eu un entretien pendant pas mal de temps avec le commandant. Elle en est ressortie visiblement énervée, mais le commandant avait un sourire tranquille au coin des lèvres. Les voitures du CICR sont parties. 2 minutes plus tard, on a vu le commandant qui est arrivé avec un groupe de soldats. Ils sont allés directement chez Grisha. L'ont sorti dehors. Il a protesté, essayé de s'expliquer. Mais personne ne disait rien. Les soldats m'ont également fait sortir, ainsi que 4 autres détenus. Le commandant a donné l'ordre. Battez-les. On hésitait, mais les soldats avaient leurs armes pointées vers nous. Alors, on a commencé à le tabasser. D'abord avec les poings, puis quand on est tombé à terre, avec des coups de pied. On a dû le battre. Encore et encore. On pleurait. Grisha a crié. Secours! Pitié! Puis, il est resté silencieux. Le commandant a fait signe d'arrêter et les soldats nous ont donné 3 pelles. Creuser une tombe. Alors, on a commencé à creuser, juste derrière les wagons. Enterrez ce chien! Il n'est pas mort. Il est mort, comme moi, je dis qu'il est mort. Alors, on l'a jeté dans la tombe. On a commencé à l'enterrer. Il était plein de sang et il respirait. Sa respiration faisait des bulles de sang sur sa bouche. À la fin, son visage était recouvert de terre et de sable. Je ne sais pas si c'est important, mais je me demande souvent si c'est moi qui lui ai versé le dernier grain de sable. Est-ce moi qui l'ai tué? Suis-je un assassin? C'est un texte que j'ai écrit que je portais en moi pendant pas mal de temps parce que c'est un vécu dans ma première mission que j'ai fait. On représente une grande organisation internationale et on vient avec beaucoup de volonté de changer pas le monde, mais de contribuer beaucoup pour aider les victimes et leurs souffrances. Mais après cet entretien avec ce ex-détenu, j'ai découvert que notre travail porte un autre élément, et il faut gérer ce élément, parce que non seulement on n'est pas toujours capable d'agir en faveur des victimes, mais en plus, on peut créer un danger pour eux si on n'est pas prudent. On rentre au CICR un peu comme on rentre en religion parfois, même si on préconise d'être des professionnels,
Je crois que derrière tous ces professionnels, il existe des êtres humains. Je crois que chez nous, on a énormément de gens qui ont subi des cabosses et qui continuent sans jamais même se poser la question. De temps en temps, ils ont des souffrances qui ressortent, qui sont ravalées. Je trouve que c'est presque vertigineux de pouvoir être là sur cette scène avec des gens, avec le directeur général, directeur des ressources humaines, et s'adresser à peu près 100 personnes et en parlant de nos émotions, de qui on est, de comment on fonctionne. Très honnêtement, quand je suis entré au CICR, si j'avais su que je devais gérer la chronicité, je ne serais pas venu, comme disait l'autre. C'est-à-dire que moi, ce que je cherchais, c'était la crise. Ma vision du CICR et de l'humanitaire, c'était la crise. Et c'est ce qui était valorisé, c'est ce que j'avais envie. Hein. Et aujourd'hui, au fond, le discours infraverbal, si on peut dire ça comme ça, d'une organisation comme le CICR et de la société, même si on vous a entendu, même si on a évolué sur ces questions-là, reste quand même un discours qui valorise la crise, profondément. La chronicité, elle est quand même liée à l'impuissance, elle est liée quand même à la démobilisation, et je suis très frappé, moi qui travaille dans la communication, aujourd'hui, avec tous les moyens qu'il y a, de voir que la crise reste ce qui est mis en avant. Et pas seulement dans l'humanitaire, d'ailleurs, hein, dans nos sociétés. Et la question que je vous pose, c'est comment est-ce qu'on vit ça au quotidien? Comment est-ce qu'on fait pour travailler, pour essayer de valoriser la chronicité? La grande difficulté, me semble-t-il, pour l'intervenant humanitaire, c'est de faire ce que je disais, cette conversion. C'est-à-dire, tantôt il se met en retrait derrière sa machinerie et il fait fonctionner le système, tantôt il accepte de se mettre en avant sans rien que son humanité, ce qui est tout, ce qui est essentiel. Vous avez parlé, en fait, et c'est assez vertigineux, vous avez parlé de vécu personnel, de la relation, de l'ouverture, mais comment est-ce qu'on fait quand on travaille au niveau d'une société, d'une organisation, d'une institution, pour effectivement permettre aux gens d'entrer dans l'émotion? Et puis là, je me retourne quand même automatiquement vers ce qu'on a fait hier, gérer l'échec. Qu'est-ce que je vois? Quel qu'on a dit ce matin, ben, je vois que le CICR, par exemple, le moins qu'on puisse dire, ne fait pas le lien avec l'échec. Ça m'interpelle. Hein. Ça me pose une question, parce que si on parle de chronicité, ça veut dire qu'on parle d'échec aussi. C'est-à-dire qu'on parle de l'autre, c'est-à-dire qu'on parle de mise en danger. Et j'ai pas de réponse, hein. Je vous dis juste, ça me travaille beaucoup, mais il faut qu'on travaille en tout cas sur une chose, sur la valorisation de la chronicité. Ça me paraît fondamental.